C'est bon? On peut faire? Alors, regardez, la dernière fois, on a fait la structure de la membrane plasmique. Après, il nous restait les différenciations, les différenciations, les spécialisations cellulaires. Et parmi ces spécialisations cellulaires, on va voir les différenciations membranaires. Donc, les différenciations membranaires, j'ai commencé par les plus simples, parce que c'est nouveau quand même pour vous. J'ai commencé par les plus simples, celles que vous avez vues soit au CEM, soit au lycée, soit euh, au lycée et au CEM. C'est les microvillosités. Vous avez fait vos études en arabe, donc vous ne les avez pas appelées microvillosités. Mais sachez que les microvillosités, c'est en forme de bordure en brosse ou plateau strié au niveau de la membrane plasmique, du côté apical. Du côté apical. Et pourquoi je vous dis c'est les plus simples? Parce que vous les avez fait au lycée. Au lycée, vous avez étudié l'imtissas, l'absorption. C'est ça. C'est qui fait l'absorption ou l'imtissas? C'est voilà, les intestins. Les intestins sont formés de cellules. Ces cellules, on les appelle entéro, relatifs à, à l'intestin, et cytes par rapport, je veux voir, c'est vous qui me qui m'appelez? Non. Euh, Entéro par rapport à l'intestin, cyte, c'est un suffixe par rapport à la cellule. Donc, c'est une cellule de l'intestin. L'entérocyte, elle est du côté de la lumière de l'intestin où arrivent les nutriments. Sa membrane, de ce côté, on va l'appeler la membrane apicale. Elle est au regard des nutriments véhiculés dans un premier temps par l'estomac avant qu'il y ait action des enzymes. Une fois qu'il y a action des enzymes, elle passe dans le duodénum, le début de l'intestin où il y aura après absorption. Et de l'autre côté, la membrane plasmique, elle est au regard, il y a une seule couche, elle est au regard du sang. Elle va céder les nutriments qu'elle va tirer du côté apical vers le côté, elle va le céder au sang vers le côté qu'on appelle le côté basal. Donc, dans une cellule qui est polarisée, vous avez fait l'épithélium, on vous a dit l'épithélium, et c'est un épithélium, est polarisé. Il a un côté apical et un côté, regardez, un côté apical ici et un côté basal au regard du sang. Donc nous, voilà, ce qui nous intéresse, c'est cette partie apicale de la membrane plasmique. On va prendre un petit carré et on va le grossir. Regardez ce que ça donne. Ça donne des expansions de la membrane plasmique vers l'extérieur, vers le côté apical, donc vers les nutriments. Vous m'entendez? Répondez. Voilà. Donc, vert, ici, ça serait la lumière, ici le vide, ça serait la lumière de l'intestin. C'est là qu'il y a les nutriments. Cette entérocyte est particulière parce qu'elle a ça. Ce n'est pas toutes les cellules qui ont ça. Hein. Ce n'est pas toutes les cellules qui sont dotées de cette spécialisation membranaire apicale qui est en forme de doigt. Regardez vers l'extérieur. C'est pour, vous imaginez, si on étalait la membrane plasmique de cet entérocyte deviendra énorme. Donc, c'est pour augmenter la surface d'absorption. Et c'est comme ça que l'intestin arrive à absorber tous les nutriments dont il a besoin. Voilà, en microscopie optique, on voit ces expansions, mais elles apparaissent
comme on les retrouve au niveau de leur entérocyte. J'ai donné l'exemple des tubules rénaux aussi. On les voit, mais on les voit quand même. On voit qu'il y a comme une bordure en brosse, mais on ne peut pas les compter. C'est pas comme le microscope électronique. Le microscope électronique, on les voit espacés et tout. Ils n'ont pas, ils sont pas capables d'un déplacement. On dit qu'ils sont rigides. Et en dessous, pour qu'ils soient soutenus, puisqu'ils sont soutenus, parce que ça travaille, il y a des faisceaux dactyles qui leur permettent d'être bien aplats, bien ancrés. Voilà. Regardez ici, vous avez regardé on a pris une seule, ici, une microvillosité. Quand on zoome dessus, on voit qu'elle a de l'actine. Regardez, de l'actine, mais cette actine, c'est de l'actine 5, me semble-t-il. C'est pas, pardon, il y a de l'actine. On va finir avec ça, c'est mieux. Après, on a de la fibrine, c'est des protéines de liaison qui lui permettent de rester rigide, et ça ne bouge pas. Il n'y a pas un mouvement. Hein. Et après, ils sont ancrés à des filaments ici, d'actine, des filaments intermédiaires. Ça, c'est l'actine, ça, c'est les filaments. Il y a de l'actine, il y a des filaments intermédiaires. On va détailler l'actine et les filaments intermédiaires quand on fera le cytosquelette. Pour vous, retenez que les microvillosités sont pratiquement de la même taille, on va dire, plutôt régulières. Elles sont rigides, elles ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas, on va dire, se mouvoir, et elles sont ancrées. Et entre elles, elles sont liées avec de la fibrine, une protéine qui leur permet, c'est une protéine associée à elles. Voilà ce qu'on doit retenir. Elles sont là pour augmenter la surface d'échange, pour pouvoir faire remplir son rôle qui est l'absorption. Après, vous avez ce qu'on appelle les ce que je viens de dire, les microvillosités, les prolongements vont vers l'extérieur de la cellule. Par contre, ici, on les appelle les intradigitations. C'est comme des doigts de gants, mais intra. Ici, on est là où ces membranes envoient des prolongements, c'est vers l'intérieur de la cellule. D'ailleurs, on le voit que c'est vers l'intérieur parce que, regardez, qu'est-ce qu'il y a ici? On a quoi? On a de la mitochondrie. Donc, contrairement à tout à l'heure, là, c'est des intras. Les prolongements vont vers vers l'intérieur, vers le cytoplasme. Et ça permet d'augmenter la surface d'échange d'eau et de minéraux avec la matrice extracellulaire. On les retrouve surtout dans les cellules du tube du néphron. Vous savez, le néphron est l'unité structuro-fonctionnelle du rein, et vous savez qu'au niveau du rein, il y a des échanges d'eau et d'éléments minéraux avec la matrice extracellulaire. Vous savez ce que c'est qu'une matrice extracellulaire? C'est la matrice immédiate après, du côté basal, et après, il y a des vaisseaux qui vont apporter des éléments, et la cellule du rein, du néphron, qui va céder des éléments au sang. Voilà. Après, on a ce qu'on appelle les cils. Les cils, c'est comme les microvillosités, elles sont dans le pôle apical, alors que là, peut-être que je n'ai pas précisé, mais c'est évident, mais peut-être c'est évident que pour moi, ça, c'est le pôle basal. Hein. Ici, on est au pôle basal. Ici, on a de la matrice extracellulaire. Et c'est
intradigitations, elles sont au pôle basal, aux côtés de la matrice extracellulaire où il y a les capillaires. Donc les échanges vont se faire entre l'urine, cette cellule, du néphron, entre et le sang. Par contre, ici, les cils, on revient au pôle apical. Le pôle apical, ici, ça ressemble. On pourrait même se tromper avec des microvillosités, mais elles sont rigides parce qu'elles ont un corps. Tout à l'heure, on a dit rigide et immobile. Maintenant, ils ne peuvent pas se mouvoir pour les microvillosités. Ici, c'est rigide et mobile. Qu'est-ce qui confère la rigidité? Voilà, on va y aller vers la prochaine, juste pour montrer. Qu'est-ce qui confère la rigidité? Regardez ici. On peut pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, on peut penser que c'est des microvillosités. Moi, j'ai beaucoup d'éléments qui me montrent que ce n'est pas des microvillosités. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les mêmes, les cellules de l'entérocyte, c'est un épithélium simple. Vous avez fait des épithéliums. Ici, je vois que c'est un épithélium pseudostratifié. Donc, ça ne peut pas être des microvillosités. Mais sinon, si on n'a que ça, on peut confondre. Mais si on regarde au microscope électronique, on voit qu'il il n'y a pas de l'actine, mais il y a des microtubules. Normalement, vous avez fait tout ça en histologie. Est-ce que ça a été fait? On vous a parlé de ça? Voilà. Toujours est-il, regardez, ça ressemble, mais il y a un c'est rigide parce qu'il y a quelque chose qui les maintient. Et c'est, au lieu que ça soit de l'actine, vous le prenez comme ça. Au lieu que ça soit de l'actine, c'est des microtubules. Et quand on fait une coupe transversale, regardez, on voit 9 doublés de microtubules reliés avec entre les 2 avec du vert, quelque chose qui est vert qu'on appelle la dinéine. La dinéine, si je voulais faire un parallèle, ça serait comme de la myosine parce que c'est une protéine qui permet le mouvement et qui est ATPasique. Donc, on peut faire un parallèle avec la myosine du muscle, de la cellule musculaire. En vert, cette myosine, c'est comme des bras. Elle va se coller, elle va se mettre, s'agripper sur un doublet de microtubules qu'on a coupé. Il apparaît long, un cylindre, mais nous, un cylindre creux, on a coupé transversalement. Elle se lie, elle se délie. Elle s'accroche et se décroche. En s'accrochant et se décroche, il se passe un phénomène comme celui au niveau de la roue de vélo. Voilà. Et ça consomme de l'énergie, il y a hydrolyse de l'ATP. Voilà. Et on a un doublet à l'intérieur. Voilà. Ça ressemble, après, plus tard, puisque vous n'avez pas commencé par l'embryologie, normalement, je n'ai même pas à faire le parallèle, mais je vais vous le dire. Quand vous allez faire le spermatozoïde, vous allez voir que le flagelle se déplace, mais lui, vraiment, il se déplace. Il change de place, il va jusqu'à l'appareil génital femelle, il va jusqu'à l'ovocyte. C'est grâce au même système. Quand on fait une coupe transversale, on voit le même système, on voit la dinéine en vert, on voit les microtubules, on voit qu'elles s'agrippent et se désolidarisent et ça fait le mouvement comme celle de la roue de vélo. Donc, retenez que c'est toujours ça, c'est un point commun avec les microvillosités, c'est rigide, il y a des microtubules, mais la différence, c'est des microtubules au lieu de l'actine. Et il y a un mouvement, ils se meuvent, ils peuvent, c'est un mouvement sur place, hein. Ça fait un mouvement de balance, de part et d'autre. Voilà. Alors ça,
on le trouve est-ce qu'on a fini? Hem, on le trouve surtout on vous dit: «Ça fait des battements synchrones», c'est-à-dire tous, ils vont d'un côté, tous, ils vont de l'autre côté. Est-ce que vous imaginez des battements de part et d'autre? Un coup par là, un coup de l'autre côté, comme le spermatozoïde. Alors on vous dit le rôle, pourquoi il y a ces on peut se poser la question, mais pourquoi il y a ces, ces cils? Eh bien, ça dépend de la localisation. Sur des épendymocytes, les épendymocytes, c'est des cellules, vous allez le faire en histologie, c'est des cellules qui se trouvent, c'est une cellule nerveuse, mais pas neuronale. On la trouve dans le système nerveux, elle est du côté des ventricules. Elle est du côté de là où il y a, vous avez déjà entendu parler du liquide céphalorachidien. Donc, elle, elle va permettre le mouvement du liquide céphalorachidien, elle va lui permettre de se mouvoir. Toute eau qui reste en stagnation, elle va putréfier, elle va pourrir. Là, ça permet d'aérer, de l'aérer, de la purifier. Voilà. Vous pouvez les trouver dans l'épithélium, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans l'épithélium des trompes de Fallope. Ça facilite la migration de l'ovocyte et du zygote, c'est-à-dire la cellule fécondée en segmentation pour qu'elle arrive vers l'utérus. Voilà. Au niveau de la trachée et des bronches, ça permet la remontée du mucus. Vous savez, on a du mucus. Ce qu'on ressent au niveau de la gorge comme étant visqueux, il est très important. Il permet de lubrifier. Et donc, au niveau de la trachée, ces battements permettront au mucus de remonter et donc de ramener avec lui des impuretés vers l'extérieur. Ça sera par la voie orale qu'il y aura expulsion des impuretés. On vous montre de façon, avec un exemple, on vous dit, chez les fumeurs, la nicotine, le fait de prendre tout le temps de la cigarette, elle paralyse les cils. Donc, dans la journée, il ne travaille pas. Le fumeur, il fume dans la journée. Je parle surtout du fumeur tout court ou surtout du fumeur euh, qui prend beaucoup de cigarettes, hein, le grand fumeur. Et quand il dort, il ne prend pas de la nicotine, les cils se réveillent et commencent leur battement. Et en ayant des battements, elles remontent petit à petit les impuretés. Et quand il se réveille le fumeur le matin, il a une toux. Il se réveille toujours avec une toux et euh, et aussi, il racle, il a des voix comme ça, il racle des sons, plutôt, pas des voix, il racle sa gorge parce que les impuretés arrivent en masse et voilà. Et vous avez tout, vous le savez, il y a ce qu'on appelle des sprays. Quand on a un peu, ça gratouille au niveau de la gorge, qu'est-ce qu'on fait? On prend un spray. Ce spray, il permet d'anesthésier et on a pas mal. Petit à petit, on a moins mal. Mais il ne faut pas en abuser parce qu'ils sont capables de, avec le temps, si vous abusez, vous allez perdre ces cils et je viens de vous expliquer le rôle de ces cils qui est très important. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors ici, je crois que j'ai pas ce qu'on appelle les stéréocils et je les vois pas ici. Bon, je vais vous les dire, comme ça.
On les appelle, il y a aussi une structure s qu'on appelle, qui fait partie, des spécialisations membranaires apicales, comme les cils et les microvillosités. Ils ressemblent, on les appelle les stéréocils, c'est-à-dire les fausses cils. Au début, on pensait que c'était des cils et on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas rigides, donc elles n'avaient pas ni de l'actine, ni, ni de lactine, ni des microtubules. Donc, elles étaient flasques, elles n'avaient pas de corps. Donc, elles étaient grêles, très fines, sans corps, elles n'ont pas d'aplomb, elles ne sont pas rigides et en plus, elles ne sont pas capables de se déplacer d'elles-mêmes. Quand on les voit mouvoir, ça veut dire que c'est le liquide qu'il y a qui leur permet leur déplacement. On les retrouve, vous allez faire embryologie, elle va vous parler de l'épidédyle, qui est une partie de l'appareil génital masculin par lequel passent les spermatozoïdes. Ils permettent aux spermatozoïdes de se déplacer. Il y a un liquide au niveau apical de l'épidédyle, c'est-à-dire une partie de l'appareil génital masculin qui permet le déplacement des spermatozoïdes. Ça aide. Voilà. Et ça fait ça permet aussi une réabsorption de liquide. Voilà à quoi servent ces stéréocytes. On les a vus dans l'appareil génital masculin. Je me répète, elles n'ont ni rigidité, parce qu'il n'y a pas de corps à l'intérieur, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas d'actine, il n'y a pas de myosine, et elles ne sont pas capables d'un quelconque mouvement. Voilà. On va passer à une partie qui est un peu plus enquiquinante pour vous parce que vous les avez jamais vues, mais c'est pas difficile. On les appelle les jonctions intercellulaires. Ici, on n'est ni dans le basal, on pourrait être, il y a dans le basal, il y a aussi dans le côté latéral. On les appelle les jonctions intercellulaires parce que c'est des jonctions qui peuvent être qui sont entre cellules et cellules, mais pas que, pas que. On va voir un cas où c'est pas jonction entre une cellule et une cellule. Alors, si c'est des jonctions intercellulaires, ça veut dire que on les retrouve surtout, on les retrouve dans les cellules musculaires. Vous allez voir qu'il y en a, hein, il y en a plusieurs, mais on les étudie surtout au niveau de l'épithélium. Au niveau de l'épithélium, pourquoi? Parce que c'est un tissu dont les cellules sont jointives les unes aux autres. Il n'y a pas d'espace, il y a presque pas, je préfère dire presque pas que pas, de la matrice extracellulaire. Donc, c'est ce qui permet, regardez ici, à une cellule d'être solidaire de l'autre. Ça, c'est des jonctions, des jonctions, des jonctions. On va laisser celle d'en bas, on n'en parle pas pour le moment. Des jonctions, tout ça, parce qu'il faut voir la cellule comme étant un volume, hein. Une cellule, c'est presque comme un raisin. Ça ressemble plus à un raisin que quelque chose de carré, de rectangulaire. Voilà, ça a du volume. Donc, abondante, organisation spécifique dans le tissu épithélial, il y a 3 types. Ce qu'on appelle les jonctions serrées, d'ancrage et communication. Voilà, on les a représentées ici. On va les prendre une par une. Voilà. Alors, les jonctions serrées, si elles sont serrées, ça veut dire qu'elles permettent aux cellules d'être solidaires les unes des autres. On les appelle les zonula occludens. C'est des jonctions serrées, c'est du français. Tight junction, c'est anglais. Zonula occludens, c'est du latin. Alors, étanche, ben, étanche, c'est comme l'étanchéité, ça veut dire c'est imperméable.
ceinturant la cellule, ça va d'un bout à l'autre. Elle ceinture, je vous ai dit, imaginez la cellule comme étant un volume. C'est pour ça, elle ceinture, c'est pour ça qu'on l'appelle zonula. Occludens, c'est comme en français, occlusion. Occlusion, c'est fermer, fermeture de l'espace intercellulaire. Voilà, ça permet aux cellules d'être solidaires entre elles. Sinon, elles vont se détacher, chacune va partir toute seule. Quand on regarde de très près en ultrastructure, on voit que c'est une fusion sur courte distance de la membrane plasmique. Donc, il y a fusion, cellule, cellule. C'est une limite physico-fonctionnelle, dans le domaine apical et basolatéral. Ça veut dire que là où elle délimite une surface, elle délimite une zone, elle délimite un domaine. Sur le plan physique, on a compris. Elle délimite mais on nous dit physico-fonctionnel, on va voir. Voilà. Structure moléculaire. L'être humain, le scientifique, il est toujours curieux. Il se dit, d'accord, ils sont accolés, les deux cellules, sur une distance au niveau de leur membrane. Mais au niveau moléculaire, c'est quoi au juste? Est-ce que c'est des molécules en plus qui sont rajoutées ou bien c'est des molécules qui existent déjà dans la membrane plasmique et comment elles restent étanches? On vous dit, elles restent solidaires, elles restent accolées, elles ne se décollent pas. Eh bien, on nous dit, il y a des protéines transmembranaires. Nous, on a étudié les protéines transmembranaires, les occludines. Regardez, ici, vous avez la membrane plasmique et on nous dit de part et d'autre, et au fait, chaque cellule avec une cellule voisine met en jeu un type de protéines transmembranaires, c'est les mêmes, qu'on appelle les occludines. C'est elles qui sont en interaction en vis-à-vis. C'est comme quand vous prenez votre main, vos deux mains, mettez-les l'une à côté de l'autre et ouvrez un peu vos doigts et comme si vous mettez les doigts d'une main dans une autre. Vous voyez? Ça fait ça. Après, vous avez à côté de ça des protéines d'attachement intracellulaires. Ces protéines, elles permettent à ces jonctions formées par ces protéines transmembranaires de part et d'autre de la cellule 1 et de la cellule 2, on appelle ces protéines d'attachement, on les appelle intracellulaires. Elles viennent du côté à l'intérieur des cellules de part et d'autre de chaque cellule. On les appelle les plaques. Elles permettent d'arrimer aux occludines le reste du cytosquelette qu'on appelle les filaments d'actine. Donc, si on regarde bien, on regarde d'un côté, cellule 1, elle a une protéine transmembranaire, l'occludine, cellule 2, protéine occludine transmembranaire, qui sont accolées les unes aux autres, mais pour rester ainsi, de part et d'autre des cellules à l'intérieur, il y a des protéines qu'on appelle les plaques qui leur permettent d'arrimer et d'être solidaires avec les filaments d'actine du cytosquelette. Voilà. Fonction des zonula occludes, on a dit tout à l'heure que ça délimitait des domaines structuro-fonctionnels. Le structuraux, on vient de le voir. Le fonctionnel, on nous dit, dans les tissus épithéliaux, elles permettent la cohésion, l'adhérence et barrière au flux. Qu'est-ce que ça veut dire barrière au flux? On nous dit barrière au flux de protéines et lipides dans la bicouche de phospholipides. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Nous, on va juste réveiller un peu ce qu'on a fait au début. On a dit que la membrane plasmique était formée de bicouches lipidiques et de protéines qui étaient capables
de fluidité. Si il y a des protéines, ça, regardez, s'il y a une jonction ici, eh ben, ça veut dire que là, ce qu'il y a ici ne peut pas, même s'il y a mouvement des protéines et lipides ici, ils ne peuvent pas passer ici. Ils ne peuvent pas passer ici. Vous voyez, ces jonctions limitent la fluidité. Voilà. Et on vous dit, elles empêchent les molécules ions de passer au niveau paracellulaire. Elles délimitent des domaines basolatéral et apical. Et donc, si elle fait ça, ça veut dire que nous, on va dire que les protéines qu'il y a ici ne sont pas forcément, et les lipides ne sont pas forcément celles qu'il y a ici, ne sont pas forcément celles qu'il y a ici, ne sont pas forcément, etc. Et si ce n'est pas les mêmes, ça veut dire qu'elles nous délimitent des espaces distincts qui vont remplir des rôles, qui pourraient jouer des rôles distincts. Et le fait qu'il y a ces jonctions, il y a, elles ne laissent pas passer des molécules parce que c'est fermé, mais on nous dit toujours, entre parenthèses, je l'ai mis, possible passage sélectif de molécules à travers. Il y a une possibilité. Voilà, je vous ai dit, ce n'est pas des sciences exactes. Voilà. On passe aux jonctions d'ancrage. Donc, les jonctions qu'on a fait passer, c'est des jonctions qui permettent l'étanchéité, la cohésion. Elles délimitent des espaces distincts sur le plan structural et fonctionnel. Jonctions d'ancrage, c'est les jonctions d'adhérence, on les appelle zonula adhérence. Et on trouve aussi ce qu'on appelle les desmosomes et les hémidesmosomes. On va les prendre un par un. Zonula adhérens, c'est une bande, elle est plus large. Regardez, on nous la montre plus large que celle de tout à l'heure. Regardez, tout à l'heure, c'était vraiment ponctuel. Il y avait ça, mais c'était ponctuel. C'était plus petit. Ici, regardez, mais ça nous permet de voir mieux les protéines transmembranaires. Voilà. Voilà, une protéine transmembranaire. Une protéine transmembranaire, l'espace est plus large. Ça fait presque une bande. Après, vous avez toujours les plaques et vous avez toujours une partie du cytosquelette qui se lie. On va voir, est-ce que c'est les mêmes plaques, est-ce que c'est les mêmes protéines transmembranaires, est-ce que c'est les mêmes parties du cytosquelette qui relient tout ça. Ça, nous sommes à l'intérieur de la cellule 1. Ici, on est à l'intérieur de la cellule 2. Alors, on commence par zonula adhérence, bande d'adhérence entre cellules épithéliales adjacentes par protéines transmembranaires. Jusque-là, il n'y a pas de différence. On nous a dit juste bande, ça veut dire que c'est plus large. Mais on nous dit, regardez la différence, c'est que tout à l'heure, on a parlé d'occludine, ici, on parle de cadérine. Alors, je vous ai dit modulé par caténée, ça veut dire qu'il y a d'autres protéines. Bon, vous n'allez pas vous spécialiser aujourd'hui dans la membrane plasmique, je vous les mets parce que les scientifiques les ont trouvés, mais moi, je ne serai pas regardante. Je ne vais pas vous demander caténine, protéine 120. Voilà. Après, on vous dit protéines transmembranaires modulées, ça veut dire, qu'est-ce qui module? C'est les protéines, les plaques. Voilà, les plaques, toutes ces protéines, elles font partie, c'est des complexes en vérité qui forment les plaques. Et il les relie petit à petit, regardez, il les relie à la lactine. Regardez, lactine. Ça paraît comme étant deux colliers avec des perles torsadées. Voilà. Voilà. Tout à l'heure, c'était de lactine. Maintenant, c'est de lactine.
Vous voyez? Ça, c'est la même chose et on nous dit: «Celle-là, elle est plus instable, avec possibilité de dépolymérisation et contraction d'actine». C'est-à-dire ça permet de changer si la cellule doit changer de forme et cetera, elle peut le faire grâce sinon elle va se déchirer, grâce à ces jonctions qui sont plus souples. Elle donne cohésion et forme de l'épithélium et lui permet aussi de modifier un peu sa forme. Voilà, ça, c'est pour les jonctions d'adhérence. Maintenant, on va passer aux jonctions desmosomes. Desmosomes. Alors, les desmosomes, vous avez peut-être des manteaux, des vestes qui se ferment avec des boutons à pression. Vous mettez, c'est pas le bouton qu'on a l'habitude de mettre dans un petit trou, hein, mais un bouton qui rentre dans un autre bouton. Il y a un vide et une tête, vous les mettez l'un dans l'autre. Ça ressemble à ça. Ça permet toujours contact cellule-cellule. Si le contact n'est pas cellule-cellule, je vous le dirai. Jusque-là, on est toujours dans le contact cellule-cellule. Site de fixation ponctuel, mais je vous ai dit, c'est en forme de bouton à pression, par des protéines transmembranaires qui ressemblent aux précédentes, qu'on appelle les cadérines, mais elles se lient au cytosquelette par ce qu'on appelle les filaments intermédiaires. J'ai juste construit la phrase autrement. Site de fixation ponctuelle pour les filaments intermédiaires du cytosquelette aux molécules transmembranaires qu'on appelle les cadérines. On vous dit domaine cytoplasmique à longue queue carboxyle terminale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est capable de stimuler. S'il y a une queue qui se balade à l'intérieur de la cellule, ça veut dire qu'elle joue un rôle de stimulation, elle communique, elle informe. D'ailleurs, on nous dit régulation de l'assemblage, attachement particulier des filaments intermédiaires via protéines associées. On vous dit, ça veut dire que elles permettent le passage d'un stimulus via les filaments intermédiaires qui, eux, sont liés à d'autres protéines associées comme les phosphoprotéines ou les kinases, les protéines kinases, qui sont des protéines de signalisation. Ça permet la phosphorylation spécifique. Tout ça, toute cette phosphorylation, on va la voir en long et en large quand on fera la régulation. Régulation, ça permet la régulation, l'interaction protéine-protéine, donc une stimulation. Ça permet, et tout ça aboutissent à une transmission de signaux et ces signaux permettront le contrôle de la morphogénèse, par exemple. Elles peuvent réguler la croissance et différenciation cellulaire, voilà. Elle peut permettre, s'il y a, si elle envoie un stimulus, la cellule pourrait rentrer dans un stade de différenciation ou de croissance. Et on vous dit, desmosomes zonula adhérents donnent cohésion et résistance, surtout au niveau de l'utérus, parce que l'utérus, il est soumis comme la femme et vous allez faire dès que vous allez commencer embryologie, on vous parlera de l'utérus, vous verrez que la femme est cyclique, donc elle perd une partie des cellules qui ont été rajoutées chaque mois, elle les perd, donc ça se contracte. C'est à rude épreuve et encore plus quand il y a une grossesse, quand il y a un accouchement. Euh, Vous avez la gencive, comme elle est soumise, on est tout le temps, ne serait-ce parce qu'il y a de la salive, elle est soumise à des agressions, elle est soumise, c'est par là que passent les nutriments, et aussi la peau.
qui est en contact de l'extérieur, c'est, voilà, et ces desmosomes permettent, leur cohésion parce que pour tout ce qu'ils subissent, ces parties, mais pas que, on les retrouve très nombreuses à ce niveau, mais on retrouve dans d'autres épithéliums, ça permet leur cohésion. Sinon, avec tout ce qu'elles subissent, elles vont se détacher. Voilà, 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 ça ressemble, regardez, voilà. Après, nous avons ce qu'on appelle les hémidesmosomes. C'est comme le bouton à pression, mais il y a un seul côté. Il n'y a pas l'autre. Pourquoi? Parce que celle-là, vous pouvez rajouter celle-là, mais je l'ai mis. Site de fixation ponctuelle, cellule, matrice extracellulaire. Donc, c'est un cas particulier. Demi-bouton à pression, comme je vous ai dit. Pourquoi? Parce que elle est là. Donc, vous allez me dire, mais madame, elle ne peut être que dans la partie basale. Exactement. Ils sont dans la partie basale. Voilà. Dans la partie basale, ils sont en communication avec la matrice extracellulaire. Dynamique, dynamique, ça veut dire elle n'est pas statique. On vous dit, elle se lie, c'est elle qui permet de lier et de communiquer avec la membrane, la matrice extracellulaire, mais elle est capable de se désassembler. On vous dit, lors d'un stimulus, elle peut se désassembler, s'assembler, se désassembler. C'est un dynamisme. Si tout dans la cellule était, c'est-à-dire figé, eh ben, rien ne pourra avoir lieu. Et ce dynamisme permet, lors d'un stimulus, de véhiculer ce stimulus pour qu'il arrive, aux protéines de signalisation. On vous dit, les protéines transmembranaires du côté basal de la cellule, hein, alors dans ce cas, ça ne peut pas être ni des cadérines, ni des occludines, c'est des intégrines. Les intégrines, elles sont connues comme étant aussi des récepteurs. Donc, ces intégrines se fixent au filament intermédiaire de kératine, c'est plus l'actine, c'est de la kératine, mais c'est des filaments intermédiaires, hein, par des plaques. Les plaques, c'est la même chose. Faites un tableau. Mettez les jonctions. Mettez les types de jonctions. Mettez les types de protéines transmembranaires, les types de plaques, les types de protéines du cytosquelette. Et vous mettez le rôle. Un tableau tout petit, c'est bon. Ça vaut mieux que tout ça. Site de fixation ponctuelle, cellule matrice extracellulaire, ça il faut le préciser dans le tableau. Dynamique, se désassemble lors d'un stimulus. Les protéines transmembranaires, qui sont les intégrines, se fixent au filament intermédiaire de kératine par des plaques, ça on sait, intracytoplasmiques, et lient les lamines de la membrane basale de la matrice extracellulaire. Elle se lie à des protéines de la matrice extracellulaire. On vous donne un exemple. Exemple, cellule de la jonction cellule basale de l'épiderme avec le derme. Voilà. On vous dit le rôle, il est plutôt proche des desmosomes. Mais ça joue un rôle aussi dans la cellule musculaire. C'est elle qui permet à la cellule musculaire de ne pas se déchirer lors la cellule musculaire qui se contracte, le muscle strié squelettique, il se contracte et ces jonctions lui permettent de ne pas se déchirer. Elles leur permettent d'être, par leur ancrage, le fait qu'il y a ancrage, il y a adhérence, elles ne se déchirent pas.
Chez, par exemple, vous avez entendu parler de la myopathie. Par exemple, la myopathie de Duchenne qui est la plus sévère, c'est petit à petit, le patient, malheureusement, il commence à perdre, la cellule se fragilise parce que les protéines qu'il y a à ce niveau, elles sont soit dysfonctionnantes, soit carrément légèrement dysfonctionnantes ou dysfonctionnante à un degré élevé. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ça fragilise la cellule et petit à petit, ces cellules ne sont plus capables de se contracter. Voilà. Après, il nous reste la dernière, les jonctions communicantes ou GAP. C'est des jonctions cellule-cellule. Mais ce n'est pas des jonctions qui sont là pour l'adhérence. Vous allez me dire peut-être, elle aurait dû commencer par tout ce qui est cellule-cellule, mais ce n'est pas le même type de jonction. C'est pour ça. Celle-là, elle est particulière. Certes, c'est une jonction euh, c'est une jonction cellule-cellule, mais elle est particulière. C'est pas étanche entre la protéine, ça reste toujours une protéine transmembranaire d'une cellule 1, protéine transmembranaire de la cellule 2, mais elles sont pas elles ne sont pas là pour se toucher physiquement et pour créer quelque chose d'étanche. Au contraire, elles forment un pore, elles forment un canal. Elles forment un canal comme celui qu'on a vu dans la jonction électrique du neurone, exactement sur le plan structural. Et elle permet, on vous dit, c'est des canaux protéiques intercellulaires. Ça, ils ne sont pas là pour l'étanchéité. Hexamère, c'est-à-dire c'est un ensemble de 6 protéines qu'on appelle connexines. Passage, ça permet le passage de molécules, exemple dans la cellule excitable du myocarde. Vous imaginez le myocarde, c'est la partie, il est formé de cellules musculaires au niveau du cœur qui permettent la contraction toute la vie, tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Celles-ci, elles permettent que par exemple, que les molécules passent très vite. Ça facilite pour qu'il y ait contraction du cœur comme si c'était une seule cellule. Mais elles existent ailleurs. Hein. Là, on a donné un exemple qui illustre bien, mais elles existent ailleurs. On nous dit, pour le rôle signalisation cellulaire, par AMP cyclique, calcium, coordination de la réponse. On vous dit limite d'exclusion 1000 Dalton. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle permet, c'est des canaux, certes, ils permettent le passage de molécules, mais c'est des petites molécules, hein, ne dépassent pas 1000 Dalton, ne dépassent pas 1 kilo Dalton. Les protéines, et heureusement, les acides nucléiques sont exclus, ils ne peuvent pas passer d'une cellule à une autre. Vous voyez? Alors, regardez, on va reprendre le schéma. Ça, c'est ma cellule 1, celle-ci, c'est ma cellule 2, ici, c'est la membrane de la cellule 2, ici, c'est la membrane de la cellule 1, ici, c'est la protéine transmembranaire de la cellule 2. Ici, c'est la protéine transmembranaire. Elle est coupée. Regardez, quand elle est là, c'est un volume. Elle est coupée, elle nous montre un demi-canal. On a grossi. Regardez, ici, on le reprend, le canal. Et on reprend ce canal quand on le coupe. Regardez. Regardez. Regardez, quand il n'est pas coupé, c'est un volume avec un pore ici pour le passage. Hop, il s'arrête là pour les protéines transmembranaires d'une cellule
et protéines transmembranaires d'une autre cellule. Voilà, et ça fait un pore, un canal, comme un cylindre nanoscopique. Quand vous coupez en transversal, voilà, on voit ceci. Si on compte, on va trouver 6 protéines avec un espace creux. Voilà. Voilà, et ça, c'est le schéma qui récapitule tout. Voilà, vous avez normalement tout. Vous avez ici, et ça ne nous empêche pas de voir des microvillosités. Ici, c'est pas des jonctions, c'est une spécialisation membranaire, mais c'est pas une jonction. Ici, c'est les jonctions. Voilà. Ça va? Très bien. Donc, on a terminé ce cours puisque c'est bien. Moi, je pensais vous le faire à part. C'est mieux ainsi. Voilà. Donc, on a travaillé. Je ne culpabilise pas, j'ai terminé. La prochaine fois, on va faire le cytosquelette. Si vous voulez qu'on fasse la mitochondrie ou le noyau, vous me le dites, comme vous voulez. Je vais vous envoyer cytosquelette, noyau, vous me dites ce que vous voulez. Et je vais vous envoyer, je vous envoie rien puisqu'on a fait les suites par rapport à ça. Donc, ça va. Portez-vous bien. Allez, au revoir.